Bonjour. Donc je vais vous parler de la sexualité au fil des âges. Je devais être accompagnée par Gérard, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais est absent pour des raisons familiales. Donc je vais me charger de cette présentation toute seule. Je me suis demandé comment j'allais commencer. Alors, il y a 100 millions de rapports sexuels par jour dans le monde. Ça fait 1157, je crois, par seconde. Donc ces rapports sexuels, ces relations sexuelles sont motivés par quoi? Est-ce que les deux partenaires sont motivés par avoir une relation sexuelle ensemble? Est-ce qu'ils ont du désir ou pas? Et puis, justement, la question des motivations, j'avais levé la main hier. Il y en a 237 différentes qui ont été recensées par Cindy Meston et David Buss en 2006. Et puis, la question de la motivation, en fait, elle joue un rôle crucial dans la manière dont vos patients vivent leur sexualité, mais l'interprètent aussi. Quand j'ai vécu ma sexualité, comment j'interprète mon plaisir, comment j'interprète mon vécu sexuel. Donc comment j'interprète mon expérience hédonique aussi. Est-ce que j'ai eu du plaisir ou pas? Et comment pouvons-nous comprendre pleinement la sexualité humaine sans prendre en compte ses forces sous-jacentes? Donc hier on parlait de désir avec la batterie, mais une fois qu'on a la batterie chargée, il y a aussi la question de la motivation, comment je vais orienter en fait mon rapport. Donc désirer, le désir de quoi? Pas seulement le désir brut comme ça, mais de quoi? Je veux vivre quoi? Donc les motivations, elles peuvent être biologiques. Je sais pas, je suis un homme... il faut que je me garde en forme physique. Donc pour moi, le rapport sexuel, c'est une activité physique. Donc ma motivation, elle est plutôt physique ou hygiénique. Si je ne fais pas l'amour pendant une semaine, ah là là, mais je me sens pas bien. Il faut que j'éjacule. Alors il y a aussi, je ne parle pas de masturbation, qui est une sexualité personnelle. Mais c'est aussi une sexualité. Elles peuvent être aussi psychologiques. Pour prouver à mon partenaire que je suis amoureux ou que je l'aime, je me sens motivée par le lui dire à travers mon corps. C'est une motivation. Ou une motivation sociale. Qu'est-ce que vont dire mes potes? Ou bien mes potes, ils m'ont dit qu'ils faisaient 2 fois l'amour avec leur partenaire ou 3 pendant la journée. Et moi, je suis à combien? Donc la motivation, elle est de s'aligner socialement. Ou augmenter notre estime de soi, ou notre confiance en soi, comme on a vu tout à l'heure. Puis au-delà de ces motivations, donc les motivations, elles sont cognitives, comment, après, je vais choisir de les vivre? Est-ce que c'est un choix? Parce que dès le moment où je choisis, à travers ma motivation de vivre ma sexualité, c'est ce qu'on appelle l'agentivité. Donc quand on souffre d'une dépendance ou quand on souffre d'une pathologie de couple, qu'on n'est pas bien dans notre couple ou que je ne peux pas dire non à mon partenaire, est-ce que vraiment je le subis en fait? Je n'arrive plus à choisir de le vivre. Donc ces notions-là, elles sont hyper importantes. Si ma motivation, elle est de l'ordre de l'intimité émotionnelle, ma perception du plaisir, puis ma satisfaction aussi, en lien avec la satisfaction, en lien avec ce rapport sexuel, il n'est pas le même que si ma motivation, elle est purement physique. C'est la gratification physique qui est recherchée. Alors, comment définir la sexualité? Je ne vais pas revenir, on en a parlé hier. Il y a des définitions, la définition de l'OMS qui en parle. Donc, c'est des expériences à la fois plaisantes et sécuritaires. C'est marrant parce qu'ils ont mis plaisante avant sécuritaire, mais je fais un petit clin d'œil. Plaisante et sécuritaire. Et puis,
moi j'aime bien aussi amener mes patients à réfléchir. Enfin, vous allez réfléchir aux différentes sexualités à travers les âges. En fait, à chaque âge, est-ce que ce qui m'amène de ma motivation à l'expérience sexuelle, puis ce que je vais chercher après coup, qui font les deux des boucles l'une sur l'autre. Par exemple, prenons juste l'orgasme. Ce n'est pas obligatoire pour avoir beaucoup de plaisir, mais si je prends l'orgasme, je pourrais leur dire, mais est-ce que il faut pour vous un lâcher-prise, un plaisir intense, et puis il m'en manque un troisième. Ah voilà, je l'ai. Une intimité importante, un plaisir intense et un lâcher-prise pour vous permettre d'atteindre l'orgasme, ou est-ce que une fois que vous avez atteint l'orgasme, vous ressentez un plaisir intense, un lâcher-prise et une intimité accrue. Les deux fonctionnent, mais selon notre structure, nous allons plutôt être du côté modèle formatif ou réflectif. Enfin bref. Donc partons au fil des âges, à travers un peu de poésie au départ. J'aime bien ces photos qui ont été d'ailleurs créées avec l'intelligence artificielle. J'ai demandé que l'intelligence artificielle me façonne une image. Et la première, enfin, chacun a sa sensibilité, mais j'avais un petit peu envie de montrer que le corps se façonne au fil de l'âge. Certes, il y a des données chromosomiques, biologiques qui nous sont données, mais après ce corps, il est à travailler, à apprécier ou pas. Qu'est-ce que je fais si j'apprécie pas mon corps? Comment je me pose? Comment je l'utilise dans ma sexualité, etc. Puis ça, c'est tout au fil de l'âge, à travers je voulais pas dire le mot vieillesse, mais j'en ai pas un mon cerveau me propose rien d'autre. À travers la vieillesse ou l'adolescence, qui sont des... oui, la maturité, l'apparition de quelques rides. Est-ce que comment ce corps qui avance en âge agit sur ma confiance en moi? Puis à l'adolescence aussi, c'est un passage compliqué avec ce corps qui change rapidement. La deuxième image, je voulais montrer que le désir ou les motivations se façonnent, mon expérience hédonique se façonne tout au long de la vie à travers ce que je vais vivre. Et la troisième, c'est que les âges, ce que je vis à chaque âge influence. Si par exemple j'ai vécu une sexualité épanouie, il y a beaucoup de chances qu'elle se poursuive avec l'âge. Ce que j'ai vécu va influencer la suite. Alors, comme nous l'avons vu hier, la sexualité est ancrée dans des aspects biophysiologiques, influencés par des narratifs, des contextes politiques, historiques. Donc ça, c'est la définition de l'OMS, hein, j'invente rien. Politique, historique, juridique, éthique, économique, culturelle, donc tout ce que nous représentons dans la salle aussi, va influencer ma sexualité à chaque âge. Puis cette sexualité, elle est composée de l'intimité, du sexe biologique, de l'identité de genre. Comment je me ressens dans mon genre, comment je l'exprime, ça c'est encore une autre façon. L'orientation sexuelle, les comportements sexuels, l'érotisme, la reproduction et le plaisir. Et puis il est entouré parce que j'avais fait une autre présentation et j'aime bien travailler cette notion du plaisir parce que je trouve qu'il est source. Enfin, il affine les motivations et puis la batterie est alimentée aussi, je trouve, de manière très correcte, on va dire. Donc, la sexualité, donc si je reprends mon terme de jouissance, la jouissance, et puis ça c'est un message que j'aimerais faire passer, c'est plaisir, orgasme et satisfaction qui sont
3 notions complètement indépendantes. Des fois, on confond. Ah, il a eu son plaisir, ou ah, t'étais satisfaite, ça veut dire, soi-disant, tu as eu un orgasme. Et en fait, il ne faut pas confondre parce que c'est 3 notions très différentes. L'orgasme, non pardon, je vais commencer par le plaisir, c'est une expérience d'affect positif ressentie durant les rapports sexuels et à la fois qui résulte de l'anticipation. Par exemple, je peux avoir beaucoup de plaisir à anticiper l'acte et mon partenaire peut jouer avec ça. J'ai très envie de rentrer à la chambre et de te caresser à cet endroit et cet endroit. Et avec mon cerveau, je peux, en anticipant, déjà ressentir des choses dans mon corps. Ce qui est déjà un peu un prémisse ou un préliminaire de l'expérience hédonique. Donc, et puis, évidemment, donc, dans l'anticipation et dans la réception. Mais pour ça, il faut que mon corps soit réceptif. Tous mes patients, enfin, quand je questionne les patients, il y en a qui me disent « Non, mais moi, j'ai les chatouilles, par exemple. » Mais si tu es chatouilleux, comment tu vas ressentir ma caresse? La chatouille, c'est quoi? C'est un corps qui réagit trop fort ou c'est pas adapté à l'intention que je mets. Si j'ai envie de te caresser et que tu chatouilles, que ça te chatouille, il va falloir un peu travailler en fait la réceptivité du corps, par exemple. La satisfaction, c'est une évaluation rétrospective. C'est une fois l'acte terminé, comment j'ai évalué mon expérience sexuelle. Comment était créatif mon partenaire? Comment j'ai donné du plaisir? Est-ce que j'en ai reçu? Est-ce que c'était équilibré? Est-ce que mon corps a réagi? Ou bien mon corps il n'a pas réagi sexuellement, j'ai pas lubrifié, j'ai pas ressenti de vibrations, de spasmes. Enfin, faut enrichir, faut amener les patients à parler de leurs ressentis. Vibrations, pulsations, etc., etc. Donc, et l'orgasme, c'est la définition de Masters & Johnson, j'ai pas trouvé mieux. Donc, une réaction autonome, involontaire, paroxystique qui combine les aspects physiques et psychologiques, pour faire bref. Et cet orgasme aussi, à la place de le penser comme un point, comme, je sais pas moi, l'apothéose d'un rapport sexuel, on peut le voir juste comme un chemin ou comme un processus. Puis est-ce que j'en ai besoin pour être satisfaite? Est-ce que le plaisir que j'ai ressenti est suffisant pour une bonne satisfaction ou est-ce que je dois aller jusqu'à l'orgasme? Parce que avoir la motivation d'atteindre l'orgasme pour faire plaisir à l'autre, donc en termes de motivation, donc si je réfléchis en termes de motivation, et puis mes patientes me rapportent, mais la barre est tellement haute, ça veut dire que c'est la fin de la journée, ma motivation c'est pour l'autre, donc c'est toujours pas un moment à moi. Il faut que je monte jusqu'à l'orgasme, donc potentiellement il faut que mon corps soit excité, donc il faut que je me prépare avant. En fait, c'est tellement élevé pour certaines personnes que en fait c'est même pas plaisant, c'est un devoir. Donc c'est important que peut-être si on parle pas d'orgasme puis on va co-créer en thérapie un chemin ou une sexualité possible et plaisante. Après elle va en parler au partenaire ou des fois je les vois en couple et on co-construit une sexualité plaisante. Alors, tout ça peut être vécu à travers le corps. J'ai fait des exemples tout à l'heure. Comment traverse. Mais à part ça, il faut que j'avance. À travers la sensorialité, donc il y a 5 sens. Nous avons l'habitude de penser la sexualité à travers le visuel. Enfin, à l'époque, on disait voilà, les hommes sont très visuels. Bon, c'est un peu genré. Mais le visuel, l'attraction physique joue un rôle. Les sensations du toucher, mais il y a aussi le goût, l'odorat. Il y a des gens très, très sensibles en fait, aux odeurs qui sont baignés dans une ambiance intime rapidement à travers les odeurs. Et j'ai oublié à l'ouïe, le son de la voix, le son de la relation sexuelle, les sons des parties intimes. À travers le mental, j'imagine, je pars dans un fantasme, je m'autorise de partir dans un fantasme alors que je fais l'amour avec mon partenaire. Oh là là, non, je peux pas.
je suis bloquée, j'ai l'impression de le trahir, ou bien ah oui, c'est une solution pour avancer dans mon chemin du plaisir. Ah non, je ne peux pas si je ne lui ai pas parlé. Enfin, donc tout ça se travaille et se façonne. Puis à travers les émotions et les sentiments, effectivement, il y a des personnes qui vont avoir une expérience enrichie si elles ressentent des sentiments ou si elles peuvent exprimer leur amour. Alors selon les cultures, ah non, ça va, t'es fou, je lui ai pas dit que je l'aimais, ou ça m'aurait bloqué, ou je suis trop gênée. Les hommes, ça exprime pas leurs sentiments. Donc on est influencé, donc par aussi tout un cadre culturel. Alors pour faire bref, donc d'abord il y a une rencontre entre un spermatozoïde et une ovule. Donc, enfin, je reprends au fil des âges, donc je reprends depuis la conception. Donc potentiellement, soit on est issu d'une rencontre et d'une autre rencontre, ou alors de la médecine assistée, mais on passe par cette étape. Et nous allons déterminer un sexe chromosomique qu'on appelle le sexe génétique, puis ensuite un sexe gonadique, parce que selon l'influence hormonale ou le développement embryologique de la rencontre de ces deux chromosomes, s'il n'y a pas d'erreur de parcours, parce qu'en médecine on connaît beaucoup de pathologies ou d'erreurs, nous allons avoir à partir du sexe chromosomique un sexe gonadique. Je ne détaille pas, féminin ou masculin, et un sexe phénotypique qui, s'il n'y a pas d'erreur de parcours, si les récepteurs n'ont pas de défaut, on devrait avoir, le sexe gonadique féminin devrait donner un sexe phénotypique féminin. Donc c'est l'expression biologique du sexe. Et après, il y a encore se l'approprier donc de ce sexe phénotypique. Comment je l'exprime. Ok, j'ai un sexe masculin, mais je m'exprime masculin comment? Et puis je me ressens masculin comment? Ça c'est encore autre chose. La présentation d'hier sur le développement psychosexuel de l'enfance, je la passe. Nous nous étions arrêtés là. Donc, au niveau biologique, à l'adolescence, il y a aussi plein de changements. L'hypothalamus va envoyer la GNRH qui va arriver sur l'hypophyse, qui est une petite glande posée au milieu du cerveau, donc sur un os qui s'appelle la selle turcique, qui va envoyer plein d'hormones. Et vous voyez qu'il y a deux hormones, LH, FSH, qui vont avoir un rôle déterminant dans le développement psychosexuel, parce que la testostérone a des influences aussi psychologiques. Une absence de testostérone, ça peut créer une absence de désir ou un manque d'assertivité. Oui, je passe un peu vite. Donc ces LH, FSH vont agir là sur le corps féminin, sur l'ovocyte qui va produire des œstrogènes et de la progestérone. Et là, vous avez des cellules au niveau des testicules, les cellules de Leydig, les cellules de Sertoli qui sont les précurseurs des spermatozoïdes. Et vous voyez qu'ils sont influencés par ces hormones. Et j'ai parlé déjà de la testostérone. 95% de testostérone vient des testicules chez les hommes, 50% des ovaires chez les femmes et 50%, le reste vient des surrénales. Chez l'homme aussi, les 5% restants viennent des surrénales. Donc à la ménopause, on peut aussi se poser des questions quant aux hormones. Mais ça, c'est un aspect un peu plus biologique. Donc il y a le développement, vous connaissez, les stades Tanner, développement des seins, de la pilosité pubienne. Donc là, je suis dans le biologique. Et des organes masculins. Voilà. Au fil des âges. Donc on a vu l'enfance, l'adolescence. L'adolescence, c'est les premiers émois. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas les premiers émois. Mais c'est, on va réfléchir à se mettre en couple, on va réfléchir à ses préférences, on aura les premiers rapports sexuels. Donc je voulais juste vous montrer les chiffres suisses. On est à peu près semblable aux chiffres français. Premier rapport sexuel, 16 ans et demi.
plus ou moins égale chez les femmes et hommes. 2 à 7 partenaires au cours de leur vie. Donc, ceci est une étude. Des questionnaires ont été envoyés chez des jeunes âgés de 24 à 26 ans. Ok ? Il y a eu 5000 réponses et à 24 et 26 ans, les jeunes ont en moyenne 2 à 7 partenaires au cours de leur vie et 5% n'ont jamais eu de partenaire sexuel. En 1950, il y avait 20% des femmes seulement qui avaient eu un rapport sexuel prémarital. Donc nous voyons qu'avec les années, on évolue. Et là, il n'y a plus que 12% de femmes mariées ou en partenariat, tandis que 5% n'ont jamais eu de rapport sexuel. Donc j'ai parlé des premières jouissances sexuelles, les sensations, les émotions, ça se construit. La rencontre de l'autre, c'est pas facile, parce que la rencontre de l'autre, c'est aussi une rencontre avec soi-même. Donc c'est vachement anxiogène. Nous aussi, quand on rencontre nos patients pour la première fois, on doit dealer avec nous-mêmes. Donc il y a des désirs à cet âge-là d'engagement d'union génétique, pourquoi pas faire un enfant. Donc ma motivation dans ma sexualité, si je veux faire un enfant, c'est pas la même que si... Enfin, je peux coupler aussi, mais c'est pas la même que si je suis motivée par développer ma jouissance, par exemple. Il y a des désirs d'engagement. Puis j'ai zappé un âge, c'est avant la quarantaine. Donc c'est aussi, et j'ai pas voulu développer ça, mais dans ma présentation c'est prévu, de parler de la grossesse, de parler de l'allaitement, de l'influence des hormones, de l'influence de mon désir ou de mon plaisir lors de ces phases de procréation, grossesse ou allaitement. Donc, ça faisait un peu long. Et cet âge-là, nos enfants sont plus ou moins grands, ils ont plus ou moins 10 ans, parfois 15, parfois 5, mais le couple, vous savez que le couple c'est une notion récente, un homme en face d'une femme, ça dépend des cultures, c'est encore pas le cas dans certaines cultures, qu'un homme toute la journée se retrouve en face d'une femme. Souvent, dans certaines cultures, on sort de table, les hommes vont fumer le cigare ensemble, les femmes préparent la cuisine. Donc, qu'un homme dans une petite maison avec, je sais pas moi, 1 ou 3 enfants se retrouve l'un en face de l'autre, c'est vachement récent, c'est les années 80. Et puis, les enfants grandissant, après 15 ans de vie, qu'est-ce qu'on se dit l'un en face de l'autre? Ça génère des tensions et c'est un âge aussi où il y a beaucoup de séparation. J'avais mis les chiffres aussi. 14 ans, c'est à peu près la durée de vie d'un couple en moyenne en France. Donc il y a un divorce sur 2, par exemple en Suisse. Et voilà, c'est un âge où on ajuste notre jouissance ensemble. Et puis il y a aussi des chamboulements à la ménopause. J'ai entendu ce matin que vous aviez déjà développé le sujet. Donc, la FSH augmente, les œstrogènes potentiellement diminuent. Et puis, la manière dont j'ai construit mon identité hédonique, elle est vachement importante. Parce que si mon identité hédonique, elle est fragile, script sociétal normal, véhiculé dans le porno, j'ai envie d'elle ou de lui, je la touche, on essaye de s'exciter en se touchant, je pénètre, je fais des va-et-vient, l'homme jouit. Ça, c'est un peu le script un petit peu standard. Et puis si je ne suis pas allée plus loin pour forger mon identité, que je n'ai pas réfléchi à ce qui me faisait plaisir, que je n'ai pas ajusté mes motivations, je vais arriver à un certain âge où quand mon corps commence à plus fonctionner comme d'habitude, je vais être coincée si je n'ai pas créé d'autres routes. Parce que moi, j'imagine des réseaux. Je dis à mes patients, imaginez que vous êtes dans une ville, votre chemin habituel, il est bloqué, il ne se passe plus rien, c'est fini. Donc, il faut créer d'autres routes. Donc, l'atrophie vaginale, ce n'est pas la même chose que la lubrification. Et puis, je voulais encore rajouter un petit truc. L'érection du pénis
on dit que c'est la même chose que la lubrification chez les femmes. Je me permets de dire que ça fait à peu près 10 ans qu'on connaît la forme et la structure du clitoris. C'est exactement la même que le pénis. Il y a aussi des corps caverneux qui se remplissent et se gorgent de sang. D'ailleurs, nous les femmes, quand on est excité, c'est pas qu'on sent la lubrification, on sent que ça gonfle. Donc c'est exactement la même chose que chez l'homme. Et nous aussi, avec l'âge, on va avoir les mêmes chamboulements que les hommes. Ça va venir, c'est la slide d'après. Et en termes de récepteurs, le gland a 4 à 5 000 terminaisons nerveuses, le clitoris plutôt 14 à 16 000. Au bout du gland du clitoris, on a aussi un gland. Il y a 14 à 16 000 terminaisons, tandis que le gland des hommes, vu qu'il est aussi un peu plus large, c'est 4 à 5 000 terminaisons. Mais ça, c'est important. Parce que vous ne pouvez pas arriver avec la langue et claque sur le gland. C'est vachement plus sensible que votre gland. Enfin, c'est à discuter. Enfin, c'est des notions médicales importantes à savoir. Donc, il y a 2 groupes de personnes vieillissantes. Il y a ceux en parfaite santé, puis ceux atteints de maladies. Ce n'est pas tout à fait la même population de personnes. Quand vous consultez en tant que sexologue, posez-vous la question, est-ce que j'ai des patients en bonne santé ou est-ce que leur maladie ou leur contexte physique joue un rôle souvent négatif ou prise de médicaments, etc., sur la sexualité? Parce que les médicaments augmentent avec l'âge. Par exemple, les antihypertenseurs ont des effets sur la sexualité. Mais aussi des effets positifs. Petit clin d'œil, un patient prenait des bêta-bloquants pour son hypertension. Le bêta-bloquant a aussi un effet anxiolytique. Et puis il me disait, mais c'est dingue, j'ai plus du tout d'éjaculation précoce. J'ai l'impression que ma sexualité s'est améliorée depuis que je prends ce médicament. Donc ça, c'est un cas plutôt positif. Oui, je souligne, c'est des jolies photos d'un photographe britannique, Rankin. J'ai mis le lien qui fait de magnifiques photos. Encore une ici. Donc moi, cette femme-là, dans son plaisir et son rire et sa jouissance, elle me donne envie. Moi, j'ai bien envie de devenir une femme âgée comme ça. Elle est belle, cette femme. Enfin, elle a des rides, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Donc chez les hommes et chez les femmes, j'insiste, il y a une diminution des récepteurs bêta-adrénergiques, une augmentation de l'activité des récepteurs alpha. Et du coup, si vous prenez une éponge, c'est comme si votre éponge, elle était sèche, elle est devenue dure, et puis du coup, elle absorbe moins. Donc l'érection est plus lente et plus difficile chez les hommes, mais chez les femmes aussi. Il y aura une fibrose du tissu conjonctif avec l'âge, donc voilà, la bonne santé et la prévention sont importantes pour continuer d'avoir une bonne sexualité avec l'âge. Et socialement, l'âge avancé, c'est aussi chouette. Mes enfants sont plus grands, ils sont plus autonomes. Vous m'entendez? Donc la santé